autant qu'il est nécessaire, nous attendons le président Alain Milon. Et donc, pour permettre à chacun de suivre dans le temps horaire qui nous est imparti cette audition, je démarre. Donc, chers collègues, Madame la directrice, Monsieur le directeur adjoint, donc on se réunit dans le cadre de l'AMEX, la mission d'évaluation et et de contrôle. Alors, j'ai fait que le répéter cet après-midi parce que j'étais dans une formation et voilà que j'oublie. Enfin, tout le monde m'a comprise. Et donc, nous avons aujourd'hui Madame Anne Thiebaud et Monsieur Laurent Bailly, directrice et directeur adjoint de la prévention des risques professionnels à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Et cette audition se place dans le cadre des travaux de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale sur la branche accident du travail et maladies professionnelles. Ces travaux portent sur la situation financière de la branche, sa politique d'indemnisation et l'étendue des missions qui lui incombent, notamment en matière de prévention. Alors, je voudrais dire que mes collègues qui sont assises à mes côtés, Marie-Pierre Richer et Annie Le Houerou, sont en effet chargées par l'AMEX le 17 janvier 2024 de réaliser un contrôle sur ce thème. Elles ont été chargées, pardon. Une quinzaine d'autres auditions ont eu lieu ou sont prévues dans un format plus technique afin d'étayer ce rapport en interrogeant l'ensemble des parties prenantes, notamment les acteurs institutionnels de la réparation et de la prévention, les partenaires sociaux, les représentants de victimes d'AT-MP ou des experts juridiques. Nos travaux de cet après-midi font l'objet d'une captation télévisuelle diffusée en direct sur le site du Sénat, puis accessible en ligne. Ils feront également l'objet, comme c'est l'usage, d'un compte rendu public qui sera annexé à notre rapport. Madame la directrice, monsieur le directeur adjoint, nous vous remercions d'avoir répondu à l'invitation de l'AMEX et je vous invite dans un premier temps à tenir un bref propos liminaire. Et puis ensuite, nos rapporteurs vous proposeront un certain nombre de questions auxquelles nous vous invitons à répondre. Voilà, je vous laisse tout de suite la parole, madame la directrice. Merci beaucoup, Mesdames, Messieurs. Donc, en propos introductif, effectivement, je serai relativement bref parce que je pense qu'effectivement l'intérêt est plutôt dans vos questions et de pouvoir autant que possible y répondre. Peut-être juste rappeler un petit peu le contexte de la branche accident de travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale. Donc, nous couvrons les 19 millions de salariés, 2 millions d'entreprises du régime général et sommes, en termes de pilotage de la branche, à proximité de la Caisse nationale d'assurance maladie, puisque je dépends moi-même de M. Thomas Fatome, le directeur général de l'assurance maladie. Cette branche est marquée par un certain nombre de spécificités. Au-delà d'être la plus petite de la sécurité sociale, elle a évidemment d'autres charmes et couvre les risques professionnels sur l'ensemble des missions dans une logique proche d'une logique assurantielle, puisqu'elle indemnise les salariés victimes des accidents de travail, de trajet et maladies professionnelles. Elle tarifie le coût de ces accidents aux entreprises, puisque la branche repose uniquement sur les cotisations des employeurs, et en conséquence de quoi prévient ces mêmes risques qu'elle indemnise. Donc il y a une vraie boucle en fait sur cette logique, y compris en matière de prévention, et je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir, entre les risques indemnisés et les risques prévenus. Pour les dernières données, en tout cas disponibles, qui sont celles de 2022, la branche a indemnisé, reconnu au titre de leur origine professionnelle et indemnisé 560 000 accidents de travail, 90 000 accidents de trajet et 45 000 à peu près maladies professionnelles, avec une évolution, quand on regarde un peu globalement l'évolution des sinistres sur le territoire, évidemment une forte réduction ces 50 dernières années, mais au titre de l'évolution de l'emploi, évidemment, et de sa tertiarisation qui embarque ces grandes évolutions dans la structure de l'emploi. On a plutôt le sentiment d'avoir atteint ces dernières années un plateau, en tout cas c'était le cas avant la crise sanitaire, avec une fréquence moyenne de l'ordre de 33 sinistres pour 1000 salariés qui se retrouvent de manière un peu transversale, quels que soient les secteurs confondus. Alors je parle plutôt en indice de fréquence pour évidemment annuler les effets d'augmentation de l'emploi qui embarquent de fait des augmentations de sinistres, on va dire de manière un peu proportionnelle. Et donc on préfère travailler sur cette notion d'indice de fréquence. Donc on avait atteint, en tout cas jusqu'en 2020, cette situation d'évolution avec peu d'évolution à la baisse de cet indice de fréquence. Et puis, mais ça n'est pas évidemment surprenant,
certains secteurs qui soit restent traditionnellement les plus sinistrogènes, embarquant le plus de dépenses de santé pour les assurés couverts, que sont le bâtiment et les travaux publics en particulier, ou les transports. Et puis, depuis une dizaine d'années, l'émergence du secteur médico-social, mais encore une fois, ça n'est pas une surprise, qui aujourd'hui a une fréquence presque 3 fois supérieure à la moyenne que je viens d'évoquer. Alors, je parle de fréquence, je ne parle pas forcément de gravité. On a toujours aujourd'hui des accidents les plus graves qui sont plutôt dans la construction, voilà, notamment autour des chutes de hauteur, voilà. Qui pour illustrer un petit peu le propos, mais ça n'est évidemment pas l'entièreté des accidents que je déroule ici. Alors, en termes d'évolution, la crise sanitaire, évidemment, avec une population salariés très soumises au chômage partiel, le nombre d'accidents de fait a diminué, donc ça n'est pas représentatif. Et depuis cette année 2020, on a des statistiques de sinistralité qui restent plutôt à la baisse au regard de ce qu'on pouvait connaître dans les années précédentes. Donc il n'y a pas de rattrapage depuis 2021 ou 2022 par rapport aux sinistres reconnus des années antérieures à la crise. C'est un peu tôt pour en tirer évidemment une signification pérenne ou structurelle. Je pense qu'il faudra voir un petit peu de manière plus macro les années à venir. Cette branche reste, en termes de rapport entre ses recettes et ses charges, très excédentaire, et ce depuis une dizaine d'années maintenant. Elle a été déficitaire en 2012 ou 2013, et une augmentation du taux de cotisation avait été décidée par la gouvernance de la branche AT-MP elle-même à l'époque. Aujourd'hui, on est effectivement sur une situation où les recettes de cotisation, mais liées à l'évolution de l'emploi aussi et à la croissance économique de ces dernières années, dépassent les charges de la branche, y compris les transferts existants qui s'ajoutent aux prestations versées. Je m'en tiendrai là peut-être sur ce premier panorama pour laisser évidemment la place aux questions. Monsieur le Président, bonjour. Non, ça y est, j'ai fini mon propos liminaire. C'était juste le propos liminaire. C'est déjà beaucoup parfois. Je laisse ce soin à nos rapporteurs de vous poser des questions. Qui commence? Marie-Pierre, allez. C'est un prénom que j'aime beaucoup. Merci, Président. Pour le prénom et pour me donner la parole. Donc, Madame la directrice, Monsieur le directeur, effectivement, au cours de nos auditions avec Annie Leroux, nous avons été alertés notamment sur une méconnaissance statistique des accidents du travail et des maladies professionnelles en France. Les données sur lesquelles nous avons l'habitude de nous fonder, celles de la CNAM, ne couvrent en effet par construction ni les fonctionnaires, ni les agriculteurs, ni la majorité des micro-entrepreneurs. Les derniers chiffres consolidés sur la sinistralité produits par la DARES datent de 2019. Vous savez l'importance de pouvoir objectiver l'ampleur des phénomènes par des statistiques fiables afin de permettre une action publique éclairée. À votre avis, quelles sont les raisons qui expliquent que les branches n'arrivent pas à produire des données consolidées, et y a-t-il des projets en cours ? Parce que ça, c'est vraiment un manque. Nous travaillons sur les grands enjeux de la branche AT-MP, mais si l'on ne peut pas se fonder sur des chiffres consolidés, c'est quand même assez compliqué. Hier, on a eu des auditions où je ne me souviens plus quelle personne que nous avons auditionnée était plus dans le ressenti. Mais sauf qu'à un moment, on ne peut pas travailler sur du ressenti. Il nous faut vraiment des données. Ensuite, l'an dernier, dans le cadre du LFSS, comme vous l'avez rappelé, on a de nouveau constaté une trajectoire excédentaire qui prouve quand même la déconnexion entre les recettes et les charges à long terme. Y a-t-il des pistes étudiées pour procéder à un rééquilibrage? Hier, nous avons évoqué avec la DSS le fait de revoir l'indemnisation des personnes accidentées, puisqu'on s'appuie sur un barème qui a plus de 50 ans, je crois, et qui a été revu une fois il y a à peu près 20 ans, mais à peine. Et vu l'excédent de la branche, il nous semble opportun quand même de travailler sur cette indemnisation pour qu'elle soit en phase avec les besoins, enfin avec les accidents liés au métier aujourd'hui. Et enfin, avant de laisser la parole à ma collègue, nous avons aussi auditionné la FNAT, la Fédération nationale des accidentés du travail, qui estime que du fait de l'évolution du système assurantiel, d'autres régimes de réparation sont désormais plus protecteurs que celui de la branche AT-MP, puisque la branche AT-MP ne propose qu'une indemnisation forfaitaire, même en l'absence de présomption favorable à la victime, comme dans le cas des maladies professionnelles hors tableau.
Donc, les principes sur lesquels repose l'indemnisation par la branche AT-MP vous paraissent-ils dépassés, voire obsolètes, face à l'évolution du droit de la réparation corporelle? Et on pense notamment à la jurisprudence qui avait donné lieu au travail de l'ANI et à ces fameux articles 39 qui animaient nos débats dans le cadre du PLFSS, puisque, Monsieur le Président, c'est vrai qu'on a souhaité aller plus loin suite justement à tout ce qu'a pu produire cet article 39. Merci. C'est ça. Donc, je poursuis et ma question, suite aussi aux auditions, a fait apparaître une homogénéité du service rendu par les caisses sur le territoire national en matière de délai d'instruction des demandes ou de positionnement des caisses auprès des assurés. Certaines seraient investies dans un rôle de conseil auprès de l'assuré pour qu'il puisse faire valoir ses droits, tandis que d'autres sont pointées du doigt pour, je cite, ce que nous avons entendu en audition auprès de la part d'associations de victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, un manque de pédagogie auprès des victimes, pouvant même aller jusqu'à générer des relations conflictuelles entre la caisse et les assurés. En tous les cas, pas de lien d'accompagnement suffisant. L'existence donc de ces différentes cultures, est-ce que vous avez eu des remontées dans ce sens et si oui, comment vous assurez-vous que les lignes directrices ou des procédures soient appliquées de manière uniforme ou en tous les cas de manière concertée et homogène sur l'ensemble des caisses du territoire national? Ma deuxième question concerne la Cour des comptes qui a récemment rendu un rapport assez critique sur la politique de prévention en santé au travail. Il précise notamment que le système AT-MP n'est pas assez incitatif à la prévention. Vous avez parlé de boucle prévention-réparation. Pensez-vous que ce ratio réparation-prévention est en cause? Et quelles initiatives prenez-vous pour faire évoluer cette situation? Lors de nos auditions également, les associations de victimes ont déploré leur exclusion de la gouvernance de la branche AT-MP. Pensez-vous qu'une évolution du caractère strictement paritaire de cette gestion serait souhaitable? Voilà. Très bien. Merci. Alors, je vais reprendre les questions. Bien sûr, n'hésitez pas si j'omets certaines questions. J'ai tenté de les prendre au fur et à mesure. Sur la méconnaissance statistique, effectivement, de fait, la branche et la direction des risques professionnels de la CNAM, qui la pilote au titre de l'organisation de son réseau et de ses activités, ne couvre de fait et statutairement et légitimement que le régime général. Et donc, nous ne produisons que des statistiques liées, je le disais en introduction, aux entreprises et aux salariés relevant du régime général. Pour autant, et je partage complètement votre avis, consolider les données en interrégime permet d'avoir une vision macro, et c'est tout à fait important dans certains secteurs qui peuvent être à cheval entre secteur privé et secteur public. Je pense au secteur médico-social que j'évoquais en préambule. Effectivement, nous n'avons qu'une vision de fait partielle de la sinistralité de ce secteur ou des évolutions de ce secteur. Alors, pour le coup, c'est plutôt une question qui s'adresse, je pense, à l'administration centrale, parce que de mémoire, il y a un groupe de travail, en tout cas, qui est lancé sur ce sujet-là, piloté par la DGT, y compris, et d'ailleurs avec la DARES, pour consolider des données et donc reprendre dès le départ nos codifications sous un angle qui soit comparable, puisqu'aujourd'hui c'est un peu le sujet, c'est que comme nous n'avons pas les mêmes systèmes d'information, les mêmes codifications ou les mêmes tables de référence, il nous est difficile de mettre en commun les données qui sortent de nos différents systèmes ou des différents régimes. Alors avec une contrainte quand même particulière en matière de santé au travail, c'est que nous sommes aussi soumis à une production de données qui est référencée par Eurostat, donc on ne peut pas être totalement libre d'ajuster complètement nos modèles de données. Bon, c'est un petit peu, on a une rigueur statistique, on va dire, ou une contrainte statistique un peu particulière, mais je pense en tout cas que le sujet est bien remonté, enfin en tout cas pour moi, est d'actualité parce qu'il est travaillé en ce moment même par les équipes de différents régimes. Mais je n'ai pas la vision globale des échéances ou du pilotage de ce projet-là.
sur ce premier point. Sur le second point, vous évoquez la situation excédentaire, on va dire durable, de la branche. Alors avec peut-être, avant de revenir sur l'indemnisation que vous évoquez, peut-être quelques projets qui ont quand même d'ores et déjà été mis en œuvre et qui pèsent, ou qui devraient peser en tout cas dans les années à venir sur cet excédent. Par exemple, la réforme des retraites a créé le fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle qui est financé par l'excédent de la branche à hauteur d'1 milliard d'euros sur les 5 prochaines années. Ce qui n'est pas totalement neutre, donc ça fait 200 millions d'euros par an qui sont budgétés sur ce FIPU, donc qui doit de fait mathématiquement ou mécaniquement diminuer à terme cet excédent. Également, la réforme des retraites a produit un élargissement de droits. Alors ça rejoint sans doute ce que vous évoquez sur l'amélioration des droits pour les assurés, mais sur la gestion du compte professionnel de prévention, le dispositif C2P, l'ex-dispositif pénibilité, en élargissant les seuils d'exposition à un certain nombre aux facteurs de risque couverts par ce C2P. Les assurés doivent pouvoir bénéficier de plus de points qui, in fine, leur permettent de bénéficier soit d'une retraite anticipée, soit de mesures de formation, de reconversion professionnelle. Et donc ça aussi, c'est assis sur l'équilibre financier global de la branche. Donc cet élargissement de droits doit permettre une meilleure indemnisation au final, ou en tout cas une prise en charge des facteurs de risque. Vous évoquez la possibilité pour cet excédent de permettre également d'améliorer la réparation. Alors c'est bien tout l'enjeu de l'ex-article 39 que vous évoquiez, qui était financé à hauteur de mémoire de 250 millions d'euros dans le PLFSS 2024, enfin dans cet ex-article, donc qui portait bien un financement qui de fait pèse sur la branche et donc sur son excédent. Les discussions associant les partenaires sociaux se poursuivent en ce moment même, vous le savez, je pense, voilà, pour proposer une nouvelle mesure dans le cadre du PLFSS 2025, et donc avec, j'imagine, un financement, alors je ne sais pas prédire de quel ordre il sera, mais voilà, qui pèsera de fait sur la branche. Donc l'idée est bien, en tout cas, dans ces travaux autour de la rente et des préjudices indemnisés par la rente, en lien avec la jurisprudence de la Cour de cassation de janvier 2023, de permettre d'améliorer la réparation sous la forme de la rente viagère pour l'ensemble des victimes. Je mets de côté la faute inexcusable de l'employeur, puisque de fait, elle ne pèse pas sur les dépenses de la branche. Voilà. Donc on est bien sur cet esprit-là, mais aujourd'hui, la mesure n'est pas sèche pour que je puisse vous dire quel sera son financement, enfin, le montant de son financement. Vous évoquez ensuite, en lien avec des associations de victimes, la question qui est de dire est-ce que l'indemnisation forfaitaire de la branche est dépassée ou est toujours d'actualité. Alors, on a des relations de travail avec la FNAT de façon générale, on se voit régulièrement. Les autres systèmes de réparation, je ne sais pas exactement de quels autres systèmes de réparation comparables ils évoquent. Ce que je peux avoir en tête autour des accidents avec véhicules à moteur, par exemple, ou l'ONIAM, voilà. On est quand même sur des petits périmètres, c'est-à-dire qu'on est quand même sur des situations très particulières. Enfin, l'ONIAM, voilà, on rencontre des situations très particulières en volume. Je crois qu'il y a un système de réparation intégrale également pour les victimes d'accidents nucléaires, de mémoire. Donc on est quand même sur des périmètres qui n'ont pas tout à fait la même ampleur ou le même impact qu'une branche complète de la sécurité sociale sur un risque de la vie professionnelle. Donc je ne sais pas si vraiment ces sujets-là sont totalement transposables. Voilà, ça me paraît un changement d'échelle important. Après, de fait, aujourd'hui, la branche AT-MP, en tout cas dans le pacte social qui la fonde, repose sur une indemnisation forfaitaire. En échange de quoi, on a aussi une présomption d'imputabilité qui pèse sur l'employeur, qui n'est pas totalement neutre, hein, qui a son intérêt. C'est bien la grande spécificité de la branche que d'avoir ces deux jambes du compromis de 1898. Moi, je trouve que... Je n'ai pas d'avis et de jugement de valeur, évidemment. Moi, je suis opérateur, hein, donc à avoir sur le fait que ce soit dépassé ou pas. Aujourd'hui, ça permet quand même de reconnaître un peu moins d'1 million de sinistres par an. Je ne dis pas que c'est suffisant ou que c'est juste. Je dis juste que ça permet aujourd'hui de remplir ce rôle avec cet équilibre qui me semble important, qui est certes une indemnisation forfaitaire, mais
une présomption d'imputabilité. Donc si on doit changer l'un, il faut, je pense, réfléchir aussi à l'autre volet. Et est-ce que ça voudrait dire de passer à l'abandon de la présomption d'imputabilité? Ça me semblerait pas forcément une bonne nouvelle pour les assurés concernés derrière. Voilà, donc à voir pour moi, l'important étant la globalité de l'équilibre. Sur l'homogénéité du traitement des demandes, cette question est évidemment une question essentielle pour nous au titre de pilote d'un réseau d'une centaine de caisses primaires d'assurance maladie sur la partie réparation et indemnisation des salariés, puisqu'on s'adosse évidemment à la structure assurance maladie sur ce point, et CEPAM et échelons locaux du service médical de l'assurance maladie, puisqu'on est sur un processus de reconnaissance et de traitement médico-administratif. Alors on a beaucoup travaillé justement sur cette question de l'homogénéisation, puisqu'on avait un constat, en tout cas je pouvais partager un constat d'hétérogénéité. Il y a quelques années, nous avons d'ailleurs créé, en termes d'organisation, vous me demandiez comment nous nous organisions sur ce point, nous avons créé des directions, des directeurs de caisses primaires dans chaque région qui sont référents sur cette question de la reconnaissance de l'origine professionnelle des accidents de travail et des maladies, ce qui nous permet d'avoir non pas 100 interlocuteurs, mais 15, en l'occurrence sur le territoire métropolitain, et ce qui nous a permis, par le jeu de la fixation des objectifs, qui est un des leviers de pilotage du réseau assurance maladie, évidemment, à l'œuvre, de constater clairement, ces 10 dernières années, un resserrement des délais de traitement et de nos différents indicateurs de performance sur ce processus autour de moyennes régionales et aujourd'hui nationales. Donc pour moi, on est plutôt dans une progression et des résultats qui sont, et c'est ce que nous partageons d'ailleurs avec la gouvernance et ce que nous affichons dans le rapport annuel de la branche, des résultats d'homogénéité plutôt satisfaisants à mon sens aujourd'hui. Alors évidemment, sur un réseau national et pour 1 million de sinistres, je peux être à peu près sûr de moi dans 80% des cas. J'entends tout à fait la possibilité d'avoir des cas qui sortent de cette situation satisfaisante. Alors c'est justement pour ça qu'on a aussi des relations avec notamment la FNAT ou d'autres associations de victimes avec lesquelles, très librement, nous leur demandons aussi de nous faire remonter par leur biais, parce qu'ils peuvent avoir accès évidemment à des situations qui nous échapperaient dans un traitement un peu massif des choses, des situations particulières. Alors aujourd'hui, pour le coup, les associations de victimes, en tout cas pas récemment, ne nous ont pas fait remonter de situations de département, puisque vous parliez de certaines caisses, voilà, qui soient dans une inattention ou une absence de pédagogie particulière, mais je peux revenir vers eux, en tout cas, pour les solliciter sur ce point. Et de fait, les caisses primaires peuvent nous faire remonter des questions ou des cas particuliers, évidemment. Nous avons une animation de réseau assez classique sur ce sujet. Je parlais des indicateurs de performance, c'est assez standard. Je ne m'étends pas sur le sujet. Mais voilà, j'espère que nous avons des liens suffisants, en tout cas avec les associations de victimes, pour faire remonter ces sujets-là. Nous regardons aussi régulièrement les rapports annuels de la médiation, puisque chaque CEPAM a un conciliateur présent en son sein. Et aujourd'hui, les sujets AT-MP sont très, très minoritaires dans les sujets qui remontent. Voilà. Donc ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, encore une fois. Mais en tout cas, on espère avoir des radars suffisants sur ces sujets-là. Mais effectivement, je vous le confirme que le rôle des caisses primaires est bien d'accompagner les salariés dans leur accès aux droits et aux soins. Vous évoquez un rapport critique de la Cour des comptes sur la politique de prévention, le jugeant pas assez incitatif. Alors, plusieurs éléments de réponse évidemment là-dessus. D'abord, je ne sais pas ce que serait un ratio, vous évoquez le ratio entre indemnisation et prévention. Moi, je ne sais pas ce que serait un ratio suffisant. Aujourd'hui, le ratio financier est de 4%, c'est-à-dire que nous consacrons 4% des dépenses ou des charges de la branche à la prévention, qu'il s'agisse des 79 millions de budget annuel de l'INRS chaque année, ou le salaire des 800 préventeurs ou des 500 administratifs qui travaillent dans les salaires dans les CARSAT, dans les services prévention. Donc nous savons, ou des incitations financières portées par la branche directement vis-à-vis des entreprises, donc à hauteur d'une centaine de millions d'euros par an aujourd'hui. Ce montant augmente avec ce fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle, puisqu'on va rajouter 200 millions d'euros sur les aides financières en prévention.
Donc on va sans doute dépasser un petit peu ce ratio de 4%, mais aujourd'hui, quelle est la bonne référence et quel est le bon seuil? Moi, je ne sais pas. Voilà. Et je n'ai pas entendu jusqu'à présent, et je ne crois pas que ce soit dans le rapport de la Cour des comptes, de référentiel ou d'orientation vers le bon référentiel à utiliser en la matière. Deuxième chose, la politique incitative en prévention, elle repose beaucoup sur l'accompagnement des entreprises pour diffuser une culture de prévention. Et c'est effectivement compliqué de diffuser une culture de prévention auprès d'entreprises dans un tissu ou un maillage territorial où 80 ou 90% des entreprises françaises sont des toutes petites entreprises et donc qui, par définition, pardon pour la palissade, ont très peu d'assurés et donc au final connaissent très peu d'accidents de travail, et heureusement pour elles d'ailleurs, et heureusement pour leurs salariés en leur sein. Et donc cette faible fréquence à l'échelle d'une entreprise est évidemment un obstacle important à la diffusion d'une culture de prévention qui, par définition, doit se mettre en place et s'installer avec, comme le Code du travail l'y incite, un employeur qui doit d'abord être attentif aux moyens collectifs de prévention avant d'être sur des moyens individuels. Donc on est sur une logique et une méthode de prévention qui s'entend auprès des plus grandes entreprises est plus compliqué à mettre en œuvre auprès de chacune ou en tout cas des entreprises plus petites. Ça fait partie des difficultés pour déployer cette démarche. Les incitations financières directes sont un moyen d'aller inciter et de faire connaître les démarches de prévention qui existent. Et puis troisième point, je suis tout à fait convaincue que le premier levier de prévention, c'est la tarification. Donc, la tarification aujourd'hui est la plus incitative à la prévention. C'est-à-dire si on arrive à mettre en place une logique qui est que l'entreprise voit son taux de cotisation baisser lorsqu'elle a moins d'accidents de travail ou moins de sinistres en son sein, et à l'inverse, voit son taux de cotisation augmenter lorsqu'elle en a un peu plus, est une logique qui me semble tout à fait vertueuse en matière de prévention. D'où le fait qu'il me semble important. Alors aujourd'hui, on peut travailler sur les méthodes et le déploiement. On a des programmes nationaux de prévention qui fonctionnent, j'y reviendrai. Mais je pense qu'il faut aussi embarquer dans le travail pour améliorer la prévention. Il faut aussi embarquer l'amélioration de la tarification et tendre au maximum vers son individualisation. Évidemment, il ne s'agit pas de faire peser des contraintes économiques et financières fortes sur des toutes petites entreprises, et c'est normal qu'il y ait une tarification mutualisée pour le tissu des toutes petites entreprises, mais il faut trouver les moyens de tendre vers certaines individualisations de la tarification. Et puis nous avons des méthodes de prévention qui tout de même fonctionnent, et je finirai là-dessus sur cette question, puisqu'on a déployé aujourd'hui, depuis une dizaine d'années maintenant, un programme national qui s'appelle TMS Pro, qui se passe par l'accompagnement par un préventeur de CARSAT des entreprises les plus sinistrogènes, donc nous les ciblons. Et aujourd'hui, on sait dire que les entreprises qui sont accompagnées sur ce programme, en 5 ans, voient leur sinistralité diminuer. Donc c'est un programme qui sait démontrer une baisse de la sinistralité. Ça n'est pas si fréquent dans les politiques de prévention, les politiques publiques de prévention. Enfin, vous terminez sur la composition de la gouvernance de la branche AT-MP et vous notez effectivement l'exclusion des associations de victimes. Je n'ai pas de jugement de valeur en tant qu'opérateur sur ce sujet-là. C'est une composition définie réglementairement, jusque dans les compositions de gouvernance régionale auprès des CARSAT. On peut juste noter que c'est effectivement une spécificité qui n'existe dans aucune autre branche de la sécurité sociale. Voilà. Merci. Madame Le Houerou a une question complémentaire à vous poser. Tu te poses et puis après je passerai. Je voulais juste faire une remarque sur la tarification et le lien entre cette tarification et le risque de sous-déclaration. Je ne sais pas si vous avez des observations à faire là-dessus, mais on dit que dans les petites entreprises, ces modalités de tarification peuvent conduire à des sous-déclarations ou des pressions pour des sous-déclarations. Alors, je comprends votre question, mais du coup, si on veut faire ce lien entre tarification et sous-déclaration, ce sont plutôt sur les grandes entreprises que ça pèserait, puisque c'est elles qui sont tarifées individuellement. Et donc, c'est plutôt l'inverse. Pour les petites entreprises, elles sont mutualisées, donc qu'elles aient un sinistre de plus ou de moins, ça ne changera pas. Les grandes entreprises. C'est ça, sur les grandes entreprises. C'est un lien qui existe, de fait, qui a une logique intellectuelle, voilà, et dont s'empare, je crois, la commission sous-déclaration cette année, d'ailleurs, qui est réunie à cet effet pour étudier les situations de sous-déclaration. Alors, sachant que les situations de sous-déclaration, en tout cas
en s'appuyant sur les travaux de la commission, qui sont des travaux techniques et scientifiques, concerne beaucoup les maladies professionnelles, avec notamment cette situation de sous-déclaration qui est quand même, en termes en tout cas d'enjeux financiers, je pense, la plus importante, qui est celle des maladies professionnelles à effet différé. On a en fait une survenue, je vais prendre l'exemple évidemment parlant d'un cancer professionnel qui se déclenche parfois 20 à 30 ans après l'exposition professionnelle, et donc chez un salarié qui peut être d'ailleurs même retraité ou coupé de tout lien avec l'employeur dans l'activité de laquelle il a été exposé préalablement, et donc avec une situation d'ignorance de la possibilité de déclarer, une situation de maladie qui n'est pas évidemment propice au fait de s'atteler à une démarche administrative qui en plus peut être, et on l'entend bien, assez lourde. Donc sur la sous-déclaration, on a plutôt un enjeu autour, aujourd'hui en tout cas, et dans les travaux de la commission autour des maladies professionnelles. Il ne faut pas ignorer évidemment les sous-déclarations à l'initiative de l'employeur au sens où vous l'entendez. On a aujourd'hui une partie de dossiers de sinistres qui sont incomplets, soit parce qu'il manque la déclaration faite par l'employeur, mais aussi parfois la déclaration de l'employeur existe bien, mais c'est le certificat médical qui manque. Donc on a toutes les situations de sous-déclaration voilà, qui existent, celles que vous citez à l'origine de l'employeur, mais aussi celle qui est à l'origine de l'assuré ou d'un médecin qui n'a pas fait le certificat médical initial. Il y a 3 acteurs en fait dans la logique de déclaration, d'où l'intérêt, et ce sont des projets que nous portons dans la prochaine convention d'objectifs et de gestion, mais de travailler à la simplification de cette procédure déclarative qui reste beaucoup trop lourde, voilà, à notre sens. Merci. Y a-t-il des questions dans la salle? Waouh, vous avez convaincu tout le monde, Thibault. Vous avez de la chance. Non, c'est pas la fin de la journée encore. Pas de questions, Mme Greny? Oui. Mesdames, Monsieur Sol, j'ai demandé aux dames, mais je n'avais pas demandé à monsieur, alors pour ça je le fais de suite. Pas de questions? Oui? Non? Bon. Écoutez, Monsieur Bailly, Madame Thibault, merci. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne fin de journée. C'est un rapport, c'est une question qui est importante à mes yeux. Et je souhaite vraiment que nous puissions avancer dans la branche AT-MP pour qu'elle devienne véritablement une branche. Merci à vous. Bonne soirée. Merci à vous.